la chaîne de valeur de la firme. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus généraliste. Dans la chaîne de valeur dont je vais vous proposer une représentation, eh bien, on distingue généralement deux types de choses, les activités principales et les activités de soutien. Les activités principales, ce sont celles qui contribuent directement à la génération de valeur ajoutée. Les activités de soutien, c'est celles qui vont permettre aux activités principales de créer de la valeur ajoutée. Donc la distinction entre ces deux types de fonctions est très intéressante, qui doit vous rappeler d'ailleurs une distinction assez proche utilisée par Mintzberg dans son analyse. Identification des maillons clés et des connexions clés. Alors, quand je vais regarder ma chaîne de valeur, c'est-à-dire ma chaîne d'activité avec l'idée de regarder quelle est l'activité qui crée le plus de valeur pour l'entreprise, eh bien, je vais tomber sur un certain nombre de maillons clés de cette chaîne de valeur, c'est-à-dire ceux qui génèrent le plus de valeur ajoutée ou dont la valeur ajoutée dépend le plus. C'est ce qu'on appelle donc des maillons clés. Mais au-delà de la problématique des maillons clés, par exemple la logistique chez mon distributeur sur Internet, je reviens à cette idée pour illustrer là aussi le maillon clé, je vais regarder aussi l'interface qui existe entre les maillons. C'est-à-dire que ma logistique, si elle n'est pas connectée correctement à mon administration commerciale, eh bien, ça va être le fiasco. Donc, je sais que là, entre les activités de vente proprement parler et les activités logistiques, je sais que j'ai une interface, j'ai une connexion qui est, elle aussi, stratégique, qui est clé. Parce que si je loupe le passage entre les deux, encore une fois, ça va ruiner mes savoir-faire logistiques. Donc, c'est identifier à la fois les activités critiques et identifier les relations critiques entre les activités. Alors, voilà la représentation traditionnelle de la chaîne de valeur. Donc, on a les activités de soutien en ligne et les activités principales en colonne. Alors, généralement, on considère effectivement, parce que ça peut changer, évidemment, c'est une représentation générique, mais quand je vais rentrer telle ou telle entreprise ou telle activité, il peut y avoir des changements entre fonctions principales et entre activité principale et activité de soutien. Alors, on considère que la logistique interne, la production, la logistique interne, donc c'est la circulation des produits en cours de fabrication, les opérations de production, ok. La logistique externe, c'est l'approvisionnement des marchés. Le marketing et les ventes, eh bien, précisément, c'est l'appareil de distribution et les activités mises au service de la distribution des produits. Et puis, les services qui sont des services connexes. Alors, services généralement aujourd'hui qui enrichissent les offres produits, mais ça peut être aussi des services de maintenance, de remplacement, des services après-vente, etc. Donc ça, ce sont les activités principales. Et puis, des activités dont la charge est de donner des moyens aux activités principales pour qu'elles réalisent de la marge. L'infrastructure de la firme, qu'est-ce qu'on entend par infrastructure de la firme? Son organisation, tout simplement, mais on peut mettre aussi son management, son type de management. Ça fait partie, effectivement, de ce qu'on appelle les infrastructures de la firme. La gestion des ressources humaines, donc voilà, il faut faire le point sur ce type d'activité. Vous comprenez bien que la gestion des ressources humaines, c'est une fonction de soutien, elle ne crée pas de valeur. C'est pas un centre de profit, c'est un centre de coût, pour parler un peu contrôle de gestion, mais que de la qualité de cette activité va dépendre de la qualité des activités principales. Le développement technologique, la R&D, puisque c'est ce qui va entretenir la base d'activité de l'entreprise, et puis les approvisionnements, c'est-à-dire la politique d'achat de l'entreprise. Donc voilà la représentation classique, si vous voulez, traditionnelle, générique de cette chaîne de valeur. N'hésitez pas à la transformer, c'est-à-dire à passer une activité qui est considérée dans ce schéma comme principale en soutien et vice-versa. C'est à vous de vous montrer créatif. La seule idée, c'est de repérer ce qui est fondamental du point de vue de la valeur ajoutée et ce qui contribue indirectement à générer de la valeur ajoutée. La présentation de la méthode de l'analyse sectorielle. Donc, c'est un outil que l'on doit à Michael Porter,
auteur très important en matière stratégique, qui élargit la rivalité d'un secteur à 5 forces concurrentielles. C'est-à-dire Michael Porter affirme que la concurrence ne s'arrête pas à la concurrence traditionnellement admise, c'est-à-dire aux entreprises qui fabriquent le même type de produits que nous. Que les forces concurrentielles vont bien au-delà de ce rapport de rivalité entre firmes qui fabriquent la même chose. Et donc, c'est l'esprit de sa méthode. Alors, petite représentation de cette méthode. Donc, dans chaque secteur d'activité, il y a 5 forces concurrentielles. Évidemment, au centre se trouvent ceux que l'on considérait auparavant comme la seule concurrence, c'est-à-dire, encore une fois, les entreprises qui fabriquent la même chose et qui sont sur les mêmes marchés. Alors, on va évidemment étudier cette concurrence, et cette concurrence, on l'étudie en fonction de l'intensité de la rivalité. On va essayer de voir, on va essayer de savoir, si la rivalité dans le secteur est forte ou faible. Parce que ça a changé beaucoup de choses du point de vue stratégique. Alors, par rapport à cette concurrence, on va étudier deux forces connexes qui sont les nouveaux entrants et les produits de substitution. Les produits de substitution, eh bien, ce sont des produits qui vont venir faire une concurrence indirecte aux produits de l'entreprise. Donc, c'est de nature à entamer, si vous voulez, les parts de marché et le volume d'affaires de l'entreprise. Donc, il va falloir analyser les produits de substitution ou la possibilité de l'arrivée de produits de substitution. De la même manière, il y a des concurrents qui ne sont pas encore entrés sur le marché. Donc, ce ne sont pas des concurrents. Il va s'agir dans ce cadre d'identifier quels sont les nouveaux entrants potentiels, c'est-à-dire les concurrents de demain que l'on va croiser dans le secteur. Et un certain nombre d'évolutions technologiques permet de savoir à l'avance, par exemple, si demain le secteur va compter de nouveaux concurrents ou pas. Vous comprenez par exemple que dans le secteur de la téléphonie, avec la convergence des technologies de la communication orale, donc du téléphone en lui-même, du logiciel informatique, de la mémoire, etc., eh bien, on a une convergence de l'offre et qu'on a de nouveaux entrants. Par exemple, Sony n'était pas destiné au départ à faire de la téléphonie. Il en fait maintenant grâce à la convergence technologique. Donc ça a probablement pu être identifié, ce risque-là, par les acteurs traditionnels de la fabrication de téléphones portables. Donc, extrêmement important de voir qui seront les nouveaux entrants et surtout de s'en protéger, parce qu'on peut empêcher les nouveaux entrants d'entrer. Analyse beaucoup plus traditionnelle d'une force concurrentielle, mais qui généralement n'est pas considérée comme telle. Ce sont les fournisseurs et les clients. Alors, c'est la même analyse puisque la relation entre fournisseurs et entreprise est exactement la même que la relation entre entreprise et client. Donc, en fait, une seule analyse, une seule méthode d'analyse pour deux forces concurrentielles distinctes. Alors là, sur la dimension horizontale du schéma, l'analyse se fait en termes de pouvoir de négociation. On essaye de savoir qui a le pouvoir de négociation entre l'entreprise et ses clients ou entre l'entreprise et ses fournisseurs. Sachant que si ce n'est pas l'entreprise qui a le pouvoir de négociation, mais ses clients et ses fournisseurs, eh bien, il va falloir faire quelque chose parce qu'il va falloir considérer cela comme une menace. De la même manière, les nouveaux entrants et les produits de substitution sont à considérer non pas jamais comme des opportunités, ou très rarement, mais le plus souvent comme des menaces. Le nouvel entrant est une menace, le substitut est une menace. Une exception toutefois, quand c'est l'entreprise elle-même qui met en œuvre son propre substitut. Et ce n'est pas une possibilité qui est imbécile. Pourquoi ? Parce que le substitut répond au même type de besoin que le produit fabriqué par l'entreprise. Donc, qui est peut-être le mieux à même de penser à un substitut, sinon
l'entreprise qui fabrique le produit d'origine lui-même. Donc, mais autrement, on considère qu'effectivement, dans la dimension verticale, il ne s'agit que de menaces. Alors, il a été rajouté une 6e dimension au modèle de Porter, qui n'est pas là-dedans, c'est le rôle des pouvoirs publics et des autorités de régulation. Pourquoi ? Je vous ai parlé déjà de l'exemple de l'interdiction, par exemple, des hypermarchés dans Paris, mais bien entendu, le rôle des pouvoirs publics, ça ne veut pas dire uniquement nationaux, mais régionaux, voire locaux, peut être déterminant, si vous voulez, pour l'attractivité des territoires et donc incitant ou non les entreprises à être dans un endroit. Bien. Autre part, le rôle des autorités de la concurrence va croissant. Il n'est qu'à voir qu'il y a pratiquement 1 milliard d'euros d'amendes qui ont été infligées à des entreprises très diverses, comme les producteurs de yaourts, de ciment ou de produits d'hygiène, par les autorités européennes. Voilà. Cependant, il nous semble, et c'est ça un point de vue un peu personnel, si vous voulez, que s'il y a une 6e dimension, elle est quand même peu plus faible par rapport aux 5 autres dimensions, bien qu'elle existe toujours.